Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous accueillons le docteur Chloé Allard. Bonjour Chloé. Bonjour, enchantée. Donc, tu es spécialiste en décodage émotionnel des maladies, ou on peut aussi dire, tu disais décodage biologique. Voilà. Oui. Donc, dans cette interview, tu vas nous présenter ce qu'est le décodage biologique, mais aussi tu vas nous parler de ton parcours. Tu vas nous expliquer comment tu en es arrivé à pratiquer aujourd'hui le décodage biologique. Ouais. Ouais. Ok. C'est un grand chemin, je crois. Oui, un long chemin qui n'est pas terminé, hein. Oui. Alors, pour dire simplement, le décodage émotionnel des maladies, c'est faire le lien entre nos symptômes, nos maladies et nos émotions, Ouais. partant du principe que la maladie n'arrive pas par hasard, en fait, que la maladie a un sens et qu'il y a une logique, en fait, au corps de faire un symptôme. C'est-à-dire que en fait, le symptôme, la maladie, va être une réponse à une charge émotionnelle intérieure qui n'a pas été exprimée, qui fait suite à un trauma émotionnel. Et moi, j'aime bien aussi me présenter comme une traductrice du corps, en fait. Le corps a des choses à exprimer que nous n'avons pas appris, en fait, à écouter, à décoder. Et les thérapeutes en décodage biologique, en fait, vont aider les personnes à comprendre ce que le corps exprime, en fait. Et c'est vraiment, on appelle ça aussi le décodage biologique parce que c'est une démarche qui est logique dans le sens où la question qu'on va poser, c'est quel est le sens pour le corps de faire ça, de faire un symptôme avec ce tissu-là, à cet endroit-là. Et donc, on va se baser sur la fonction du tissu et de l'organe atteint pour comprendre en fait pourquoi le corps fait ça. Si on regarde par exemple, quand le corps fait un symptôme suite à une cause concrète, ça nous paraît totalement logique. Par exemple, si je mange un aliment avarié, je vais vomir. Donc, on a la cause, on a la conséquence. Le corps fait quand même un symptôme. Mais là, c'est clair. Si on va en altitude longtemps, on va se mettre à synthétiser plus de globules rouges. Il y a une cause extérieure, il y a une conséquence. Si on s'expose au soleil, on va faire un coup de soleil, puis après, on va bronzer. Donc, le corps se protège contre l'agression du soleil. Donc, et en fait, ce qui se passe, c'est que notre cerveau inconscient, il ne fait pas la différence entre le réel et le virtuel. C'est-à-dire que corps, psyché, émotion sont totalement reliés. Donc, le corps va réagir aussi bien à une cause extérieure concrète qu'à nos émotions, nos pensées et nos croyances. Et donc, par exemple, comme je peux rougir face aux rayons du soleil, parce que je suis agressée par les rayons du soleil, eh bien, je peux aussi rougir si je me sens agressée par le regard de l'autre. C'est-à-dire que c'est une protection. Donc, le corps a une intention, souvent une intention positive. Il va venir comme une solution. Si je me suis disputée avec quelqu'un et que j'ai ressenti une parole comme indigeste, inacceptable, je peux ressentir des nausées, voire ça peut aller jusqu'au vomissement parce que j'ai cette émotion que je n'arrive pas à accepter, à digérer quelque chose. Si, ça me fait penser, c'est un peu comme des programmes en fait. Un peu comme Ce que tu dis. En fait, c'est comme le corps, il crée des programmes. C'est-à-dire, il vit une expérience, il met en place un programme, toujours de protection, tu le dis très bien, c'est-à-dire que c'est toujours pour se protéger. Même. Et en fait, et dès qu'il retrouve des éléments qui réactivent ce programme et il le remet en place. Oui. Hein, c'est un peu ça. Oui, je vais en parler après. C'est-à-dire qu'effectivement, en fait, ce qui va déclencher la maladie, souvent, ça va être à l'âge adulte et ça va être ce qu'on appelle un trauma déclenchant. Mais bien souvent, ce traumatisme vient juste réveiller en fait un programme qui s'est mis en place dans l'enfance. Alors, j'en reparlerai, mais d'abord, je vais peut-être vous parler rapidement de mon parcours, comme tu m'as demandé. Bien sûr, Donc, en fait, moi, à la base, je suis médecin rhumatologue. Donc, j'ai fait des études de médecine. Et c'est vrai qu'arriver au décodage biologique, ça a été un long cheminement. C'est-à-dire qu'au début, moi, j'étais vraiment issue d'une famille matérialiste. Je n'avais aucune notion du lien entre le corps et les émotions. Donc, voilà, très, très jeune, vers 15-16 ans, je savais que je voulais faire médecine parce que je voulais aider, je voulais guérir. J'avais aussi plein de questionnements et d'essayer de comprendre pourquoi les personnes souffrent. Et donc, je pensais que la médecine allait m'apporter des réponses, des solutions. Et je suis rentrée dans la médecine comme beaucoup d'étudiants le font, c'est-à-dire en croyant que c'est une science exacte, en croyant dans la toute-puissance de la médecine, en fait. Je pensais qu'on faisait un diagnostic, on mettait un traitement
et la personne guérit. Et en fait, je me suis rendu compte, j'ai été déjà très, très déçue par rapport à la médecine. Je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de doutes, d'errances, de tâtonnements, voire des erreurs, et que c'était pas du tout binaire en fait. Hein. C'est pas, voilà, on donne un traitement, ça guérit, et qu'il y avait plein de questions qui restaient en suspens en fait. C'est pourquoi un tel tombe malade et l'autre pas dans les mêmes circonstances. Hein. Par exemple, pourquoi l'un va attraper le virus de la grippe et l'autre pas. Oui. Pourquoi l'un, ça va durer 10 jours et l'autre, ça va durer 3 jours. Pourquoi il y en a un qui guérit et l'autre qui guérit pas. Voilà, c'était beaucoup plus complexe que ce que j'avais imaginé. Et puis vraiment, j'ai dû abandonner mes illusions sur la toute-puissance de la médecine et le fait que on peut guérir les gens. Parce que je me suis rendu compte aussi au fil de mon cheminement que la médecine était symptomatique, c'est-à-dire qu'en fait, elle supprime ou elle éteint le symptôme. Hein, tout comme si dans une voiture, il y a un voyant qui s'allume, ben, on va enlever le voyant ou on va couper le fil, hein, comme en chirurgie. Allez hop, on enlève l'appendice, on enlève la tumeur, mais on ne va pas à la cause profonde. Et ça a été un cheminement assez douloureux pour moi, en fait, de me rendre compte que mon approche était uniquement symptomatique. Et notamment, je l'ai bien senti quand j'ai embrassé la spécialité de la rhumatologie, qui est la spécialité des os et des articulations, où il y a énormément de maladies douloureuses chroniques, de maladies auto-immunes. Alors, je vais citer les plus fréquents. Voilà, c'est l'arthrose, la polyarthrite rhumatoïde, les tendinites chroniques. Et en fait, je voyais bien que j'avais pas de moyens vraiment d'aider les gens. En fait, on donne un petit peu de médicaments antidouleurs, d'anti-inflammatoires. On met parfois des immunosuppresseurs très puissants chez les personnes qui ont des maladies auto-immunes. On fait des infiltrations, mais je me rendais compte en fait que les personnes, on faisait qu'éteindre en fait ou atténuer la douleur, et même le plus souvent on n'y arrivait pas ou mal. Et puis je voyais bien qu'il y avait autre chose en fait, une souffrance derrière la maladie. Quand une personne, je me rappelle vraiment les bras qui m'en tombent quand cette personne arrive, c'était le début voilà, vraiment où je faisais des consultations en tant que médecin après la fin de mes études. Cette personne arrive avec un dossier énorme comme ça, elle me dit j'ai une sciatique. Vous savez, cette sciatique, là, cette douleur dans la jambe. Et moi, je lui dis, depuis combien de temps? Et elle me dit, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans avec un dossier comme ça. Elle avait vu tous les médecins, les spécialistes, fait tous les examens, essayé tous les médicaments. Et moi, à me dire, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour l'aider? Et puis, voilà, c'est vraiment un milieu des maladies, des pathologies en rhumatologie où on se rend compte, en fait, qu'il y a vraiment une souffrance. Les gens sont en arrêt de travail, ils n'arrivent pas à reprendre le travail, etc. Donc, ça m'a vraiment fait comprendre. Voilà, ressentir l'impuissance et prendre conscience de l'approche symptomatique. Et il y a autre chose qui était très, très difficile, c'était l'aspect très inhumain en fait de la médecine, où la médecine telle qu'on l'apprend et telle qu'on l'aborde dans les études, c'est vraiment comme si le corps est complètement déconnecté en fait de l'humain qui l'habite. En fait, il n'y a pas de considération de la personne dans sa globalité. C'est comme si voilà, la personne elle a un corps, des pensées, des émotions, une histoire, et puis elle arrive à l'hôpital, elle est plus qu'un corps, et on va même la disséquer en fait en organes, etc., avec les différentes spécialités. Et l'approche même du patient va être très matérielle. Et il y a beaucoup de personnes qui se sentent maltraitées en fait par la médecine. Et les médecins eux-mêmes vont se blinder émotionnellement, et c'est vraiment un milieu, alors c'est pas vrai partout, hein, mais où globalement il y a un grand problème où on ne prend pas en compte l'humanité et la globalité de la personne. Il y a beaucoup de gens qui s'en plaignent, qui en souffrent. Et ça c'était très dur pour moi. J'étais hypersensible et j'avais du mal à comprendre en fait et à accepter. Cet abord très inhumain. Et ce que j'ai compris aussi par la suite avec mon cheminement, c'est que avec cette posture-là, on enlève le pouvoir personnel à la personne, en fait. On enlève son pouvoir sur ce qui se passe dans son corps, sa responsabilité, entre guillemets, sur la maladie et son pouvoir de guérison. Oui. La personne, elle est infantilisée, elle est voilà, déresponsabilisée. On va remettre son pouvoir à la médecine.
Euh, Au point que voilà, beaucoup de personnes n'osent même pas discuter les traitements, faire part de leurs intuitions. Oui, Et d'ailleurs, le mot de, de patient est assez fort, je trouve, parce que patient, ça veut dire que c'est une personne qui est passive et qui attend, en fait. Et aujourd'hui, ma vision est complètement différente. C'est-à-dire que donc, je suis partie de la médecine un peu voilà, en souffrance. Je suis partie dans l'industrie pharmaceutique voilà, à une époque où je n'avais pas mis de la compréhension sur toutes ces souffrances que je ressentais vis-à-vis de la médecine et de mon impuissance. Donc, j'ai aussi passé 6 ans dans l'industrie pharmaceutique où j'ai travaillé sur des médicaments, des immunosuppresseurs très puissants, nouveaux, pour aider les personnes qui ont des maladies auto-immunes. Et puis, voilà, ce qui m'a vraiment ouverte, en fait, c'est la naissance de ma première fille, en fait, qui a réveillé chez moi mes blessures d'enfance et qui m'a amenée à commencer un chemin de thérapie et de développement personnel qui m'a permis, en fait, de rentrer dans cette compréhension du lien entre le corps et les émotions, puisque je me mettais à comprendre, en fait, comment l'humain fonctionne sur un plan émotionnel en faisant tout ce travail sur moi. Oui. Et après, donc pendant des années, j'ai énormément travaillé sur moi avec plein d'approches, dont beaucoup d'approches psychocorporelles, énergétiques, qui impliquent le corps. Au début, je faisais que de la thérapie verbale simple qui me permettait déjà de mettre de la compréhension sur ce que je vivais et d'aller mieux. Mais après, j'ai compris que l'implication du corps était vraiment très importante. Et du coup, c'est devenu une évidence pour moi, en fait, que la maladie n'arrive pas par hasard, que la maladie a un sens, que la maladie exprime une souffrance intérieure, en fait, qui n'a pas été accueillie, qui n'a pas été résolue. Qui n'a pas pu s'exprimer aussi. Voilà, et donc je me suis mise à chercher beaucoup, à chercher en lisant des livres sur le sens de la maladie, souvent des médecins voilà, qui s'étaient posé les mêmes questions avant moi. Donc voilà, il y a la maladie cherche à me guérir de Philippe Dransart, il y a évidemment le grand dictionnaire des maladies de Jacques Martel, il y a le livre de Michel Odoul, Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Puis après, j'ai lu, j'ai exploré énormément et du coup, c'est devenu pour moi vraiment une révélation, une évidence et une passion. Et j'ai découvert le décodage biologique, qui est une pratique et où il y a des écoles en fait qui enseignent le décodage émotionnel des maladies. Donc j'ai fait une formation de plusieurs années et puis j'ai commencé à pratiquer pleinement en tant que thérapeute en 2019. Donc je ne fais plus de médecine, je ne fais plus que du décodage émotionnel des maladies. Mais bien sûr que ma formation de médecin m'aide énormément puisque en fait on part vraiment c'est du corps. C'est-à-dire que c'est une approche qui est logique, biologique, c'est-à-dire que la question qui se pose, c'est quelle est la logique pour le corps de faire un symptôme à cet endroit-là. Et donc, plus on va avoir une idée précise du symptôme, de la physiopathologie de la maladie, plus on va avoir une idée précise de ce que le corps est en train d'essayer de faire et donc de l'émotion, du ressenti que la personne a vécu. Hein. Et voilà, après, je continue à vous donner des exemples pour être plus clair. Hein. Oui, c'est ce que j'allais te proposer. C'est-à-dire, tu as une personne qui vient te voir avec un symptôme, une maladie, on est d'accord? Comment tu entres en contact avec ce symptôme, cette maladie, toi? C'est en discutant? Voilà, la première question, c'est quelle est la logique, le sens pour le corps de faire ça? Donc, on va analyser le symptôme en partant de la fonction du tissu. Par exemple, j'ai pris l'exemple d'une femme, j'en ai eu plusieurs, hein, qui vient pour une polypose nasale. Donc, elle fait des polypes à l'intérieur du nez. Le nez, alors à quoi ça sert? On va souvent se référer à la fonction archaïque animale. Il ne faut pas oublier que on est d'abord des animaux. Alors, il n'y a pas que ça, parce que toute la culture, la symbolique va influer, mais voilà, si on regarde le nez, c'est ce qui est au-devant de nous et qui va sentir les odeurs dans mon espace pour sentir venir le danger, la menace, le prédateur. Donc, la personne, elle se sert de son nez, elle va faire des polypes, ce qui va augmenter la surface de muqueuse pour être encore plus apte, en fait, à sentir venir le danger. Donc, la personne, en fait, est en hyper-vigilance parce qu'elle s'est déjà auparavant vécue comme une proie. Là, elle met en place une solution pour sentir venir le prédateur. Et donc, cette personne avait vécu des agressions sexuelles dans l'enfance et avait mis ça en place. Et il faut savoir que une des problématiques de l'approche symptomatique de la médecine, hein, c'est qu'on enlève le symptôme, mais si la personne a toujours
ici en l'occurrence la peur, hein, l'émotion source, eh bien on lui enlève sa solution, ici même une solution de survie. Et donc, très souvent, j'ai eu le cas plusieurs fois, les personnes qui ont des polypes et qui se les font enlever chirurgicalement, les polypes repoussent en fait. Les polypes repoussent tant qu'on n'a pas désamorcé la peur et amené de la ressource de sécurité en fait. Alors, excuse-moi, je voudrais quand même juste préciser, c'est important que le décodage émotionnel, c'est une approche qui est complémentaire de la médecine allopathique, c'est important, qui ne s'y substitue pas. La médecine allopathique, elle est bien évidemment, dans l'état de conscience de notre humanité, elle est encore utile et nécessaire, en particulier dans des situations où le pronostic vital et fonctionnel est engagé, mais pour moi, elle n'est pas suffisante. Il y a vraiment des œillères, en fait, à cette approche matérialiste et des pertes de chance énormes pour la guérison. Voilà. Oui, c'est bien ce que tu aies précisé ça, en effet, tout à fait. Est-ce que quand la personne vient te voir, est-ce que tout de suite, elle te donne, elle te parle de ses violences? Parce que parfois, le trauma est tel qu'on l'oublie, donc, quand les gens viennent, ils ont déjà une idée d'éléments qui te donnent des pistes, ou des fois, ils sont complètement amnésiques. Parfois oui, parfois non. En fait, ça va être très variable. Bon, déjà en fonction on va dire, le niveau de conscience de la personne, si elle a déjà fait du travail thérapeutique sur elle, etc. Et ça va aussi dépendre du symptôme et de la maladie. Parce que, par exemple, quand c'est des maladies très rares, comme par exemple une maladie auto-immune qu'on appelle la néphropathie à immunoglobuline A qui touche le rein, les personnes c'est même des maladies silencieuses, enfin, les personnes n'ont aucune idée en fait de ce que ça peut être. Donc, moi, je vais vraiment leur apporter une compréhension du décodage émotionnel de la maladie. Et là, on va faire le lien avec leur trauma. Mais par contre, si par exemple, cette personne qui vient pour une sciatique, très souvent, là, les personnes ont un peu plus une idée. Tiens, depuis que j'ai la sciatique, j'arrive plus à avancer, j'arrive plus à aller au travail, par exemple. Tous les matins, je me lève et j'ai mal. Et donc, là, c'est assez simple, en fait, comme cheminement analytique. Donc, se dire, OK, qu'est-ce qui me fait tellement mal? Quel est le déplacement qui est tellement douloureux que je n'arrive pas à y aller? Donc, il y a cette femme, effectivement, elle a une sciatique parce que tous les jours, elle se lève pour aller à son travail et que là-bas, elle subit du harcèlement et que... Mais elle n'a pas envie d'y aller. Ou alors, par exemple, les personnes qui ont des douleurs d'estomac. Là, c'est évidemment, qu'est-ce que tu n'as pas digéré? Donc, on va regarder quand est-ce que ça a commencé. Et là, qu'est-ce que tu as vécu d'inacceptable que tu n'arrives pas à digérer? Il y a des choses qui sont très simples. Et si les gens sont assez ouverts, et en général, quand ils viennent me consulter, c'est qu'ils ont déjà une ouverture de conscience. Voilà. Mais par contre, il y a des choses qui sont beaucoup plus complexes. Et puis après, il y a aussi tout ce qui a été mis en amnésie, tout ce qui a été refoulé, tout ce qui est trop ancien. Par exemple, il y a beaucoup de mémoire de naissance, de mémoire in utero. Ça, c'est complètement au niveau inconscient. Donc, on va aller mettre de la lumière dessus. En tant que thérapeute, on est habitué en fait à faire le lien entre des émotions et des traumas très, très anciens, très archaïques. Par exemple, une personne qui dit que elle se sent bloquée, que dès qu'elle sort de chez elle, par exemple, il y a cette personne, dès qu'elle sort de chez elle, elle a de la diarrhée parce qu'elle se sent stressée, en insécurité, elle a peur du monde extérieur. Eh bien, voilà, je vais évidemment l'interroger un petit peu sur les différentes situations vécues, mais là, très vite, je peux faire le lien avec une mémoire de naissance où la personne est en insécurité depuis la naissance parce qu'il y a cette sortie dans le monde extérieur qui a été trop mal vécue et pas acceptée. Donc, donc voilà, il y a plein de choses qu'on va mettre en cohérence entre les situations vécues, quand est-ce que ça a commencé, comment la personne en parle, et puis bien évidemment l'expérience du thérapeute. C'est pour ça que, comme tu disais au début, c'est un chemin qui n'est jamais fini parce que l'expérience va nous amener une acuité toujours plus fine. Plus fine en fait sur la compréhension de ce que vit la personne. Ouais. Est-ce que tu as aussi des fois dans tes accueils des consultations des personnes où tu fais un lien avec des mémoires transgénérationnelles? J'imagine que oui. Quand par exemple des familles qui viennent tout le temps, enfin tout le temps. Régulièrement en tout cas. Oui, c'est très très fréquent, hein, comme tu le sais, je pense en tant que médium.
Donc, en fait, très souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va trouver une problématique personnelle dans la vie personnelle de la personne. Souvent, on va trouver un trauma déclenchant dans la vie adulte qui va nous renvoyer à un trauma ou une ambiance éducative traumatique dans l'enfance et qui va nous renvoyer aussi à une mémoire transgénérationnelle, parfois d'un côté, parfois sur les deux lignées. Donc, surtout dans les maladies sévères, complexes, il va falloir tout rechercher en fait. Et je peux donner un exemple. Hein. Il y a ce monsieur, par exemple, qui a fait une fracture de fatigue du deuxième orteil. Et les orteils, souvent, vont nous parler de nos collatéraux, en fait. C'est nous, nos frères et sœurs, nos parents, coincés dans la même chaussure, dans la maison, dans ce clan, dans cette famille. Cette fracture de fatigue qui ne consolide pas avec le temps, ça fait des mois. Et donc, quand je l'interroge, il me dit qu'il est le deuxième enfant. Et qu'il est le deuxième garçon et que en fait il se rend compte que sa mère a toujours préféré son frère aîné et il dit moi je me dévalorise d'être le deuxième et je pense que c'est pour ça que ma mère m'aime moins, j'aurais aimé être le premier, le deuxième c'est moins bien et donc il vit quelque chose dans sa vie à lui et en même temps dans son transgénérationnel son grand-père paternel ne voulait pas de deuxième enfant. Et lorsque sa femme, donc la grand-mère de ce monsieur, a été enceinte de son deuxième enfant, il l'a chassé de la maison. Et ce deuxième enfant, c'est le père de ce consultant, en fait. Voyez, donc, on a vraiment une problématique avec le fait d'être le deuxième enfant. Et on la retrouve à la fois dans la vie personnelle de la personne et dans le transgénérationnel. Donc, il va falloir travailler sur tous les plans. Ok, ouais. C'est intéressant du coup. Et alors je vais poser une question parce que moi je suis médium. Est-ce que tu as des choses aussi dans le karmique? Est-ce que tu fais aussi ça ou c'est plus compliqué pour les personnes quand ils viennent te voir? Qu'est-ce que tu appelles le karmique? Dans des vies qui seraient passées, d'autres vies plus anciennes? Oui, alors voilà, on va dire que moi, c'est pas ma spécialité. Ça m'arrive souvent quand je perçois ça d'adresser mes consultants vers d'autres personnes. Hein. J'aime bien adresser vers des clairvoyants, des médiums, parce qu'il y a tellement de choses à travailler en fait. Hein. Voilà, je trouve que c'est vraiment intéressant de travailler en collaboration. Mais oui, en fait, c'est pas quelque chose que je vais rechercher de manière systématique, mais c'est quelque chose dont j'ai complètement conscience et qui ressort parfois de manière tout à fait spontanée en séance. En fait, voilà, il y a effectivement pour moi les mémoires personnelles de la vie qu'on a vécue là, les mémoires transgénérationnelles, et très souvent, ça baigne dans le bagage de l'âme, Le bagage de l'âme, toutes ces vies passées, en fait. Et par exemple, je cherche un exemple simple, j'en ai eu un récemment, mais je m'en souviens pas. Donc, il y a par exemple cette femme qui... c'est très étrange parce que ça arrive comme ça, comme une évidence au milieu de la séance. Quand on branche les personnes sur leur ressenti, en fait. Quand les personnes arrivent vraiment à rentrer comme en état de transe dans leur ressenti et qu'on amplifie le ressenti, ils vont, voilà, certaines personnes vont se retrouver avec des images, des compréhensions qui viennent tout à fait d'un autre temps, en fait. Donc, par exemple, il y a cette femme qui est née avec un hymen quasiment complètement fermé. C'est-à-dire qu'elle a quasiment voilà, une barricade au niveau de l'entrée de son vagin, au point qu'elle a dû se faire opérer 3 fois lorsqu'elle était jeune femme pour que les rapports sexuels soient possibles. Et puis, même après ça, avec son mari, elle a ce qu'on appelle un vaginisme, c'est-à-dire que son vagin se contracte dès qu'il y a un rapport sexuel. Très douloureux. C'est très compliqué pour elle. Donc, je l'amène dans le ressenti d'une situation vécue, par exemple, quand elle... lors de ses premiers rapports sexuels, voilà, elle saigne beaucoup, elle se contracte, machin, et je la fais rentrer là-dedans pour vous montrer vraiment comment ça se passe en pratique. Et là, elle me dit, je suis coupable de perdre ma virginité. Et je l'amène à continuer de ressentir. Et là, les images qui arrivent, et elle me dit, je suis dans un pays arabe. Alors c'est une femme qui est parfaitement française par rapport à ses origines, etc. Mais là, elle perçoit que voilà, elle est dans un pays arabe et que là-bas, la virginité d'une jeune femme, c'est très important et que c'est une honte, un déshonneur pour la famille de perdre sa virginité. Et donc, elle ressent vraiment qu'en fait, elle a perdu sa virginité avant le mariage et pour ça, elle a été reniée, elle a été même assassinée en fait. Qu'elle est morte dans ce grand traumatisme d'avoir été assassinée par sa propre famille.
pour avoir perdu sa virginité avant le mariage. Et donc, elle renaît, c'est-à-dire qu'on peut, voilà, comme tu le sais, j'imagine, on peut renaître avec, au niveau de son corps physique, des stigmates, des symptômes qui viennent d'une vie passée, en fait. Si on est mort dans cette grande souffrance, en fait, qui n'a pas été résolue, c'est encore dans notre corps causal. C'est ça. Et on peut, voilà. Parce que l'âme cherche l'équilibre. Donc, elle revient pour trouver la guérison, la réparation, la libération. Donc, elle revient vivre la mémoire pour qu'elle puisse s'en libérer. Ouais. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ton parcours? Parce que ça n'a pas été tout droit, une autoroute toute droite. C'est comment... Il y a des fois, tu as dû aller vers des impasses, comment... Parce que tu as bien expliqué quand même que tu pars avec... on sent, comment dire, un esprit très analytique, très, tu disais, matériel. Et puis là, on voit que tu as retrouvé tes propres sens personnels à toi, cette écoute sensorielle pour ton propre personne, ta propre personne, ce qui te permet d'accompagner les personnes, aujourd'hui en consultation d'autres personnes. Comment, comment tu le vis? Est-ce que tu t'es sentie assez seule dans ce parcours ou est-ce que tu as trouvé des personnes ressources sur qui tu pouvais t'appuyer pour cheminer ou ça a été un parcours assez solitaire? C'est assez difficile en fait quand on vient du milieu de la médecine parce que c'est comme si on trahit en fait, on trahit une confrérie, un ordre. On nous a appris quelque chose et puis en fait on sort c'est comme un dogme un peu matérialiste, la médecine. C'est une sorte de religion quelque part et c'est difficile déjà d'oser penser par soi-même des choses différentes. Et c'est vrai que y a beaucoup de médecins qui vont, que ce soit par rapport à leurs patients, qui se tournent vers d'autres approches ou par rapport à leurs collègues qui pourraient aussi faire appel à d'autres méthodes. Ça va être très jugeant. Donc, c'est pas facile du tout de sortir de ça, de se dire que on est différent, qu'on pense pas pareil. Donc, j'ai eu toute une période où je suis beaucoup allée voir des médecins justement qui pratiquaient déjà d'autres approches pour leur demander comment ils en étaient arrivés là. Comment ils le vivaient, est-ce qu'ils pratiquaient toujours de la médecine ou pas, est-ce qu'ils faisaient les deux, est-ce qu'ils étaient toujours inscrits à l'ordre des médecins. Voilà, c'était effectivement un parcours assez douloureux avec pas mal de culpabilité en fait, de me dire je ne pratique pas la médecine qu'on m'a apprise, comme si aussi j'avais le sentiment de devoir quelque chose à la société pour avoir été formée. Mais aujourd'hui, moi, je me considère encore comme un médecin, c'est-à-dire que normalement, aux yeux des autorités de santé, je n'ai pas le droit de le dire. D'ailleurs, je dis je ne fais plus de médecine, mais moi, je continue à soigner les corps, mais autrement, en fait, en prenant en compte la globalité de la personne. Après, c'est l'expérience, en fait, qui va amener toujours plus d'ouverture, de compréhension. C'est-à-dire que, voilà, moi, j'avais une structure très mentale, matérialiste. Je venais de ce monde-là, mais l'expérience, voilà, quand les personnes en séance vont amener spontanément des mémoires transgénérationnelles, des mémoires de vie antérieure, en fait, on est mis face à l'évidence. Donc moi aussi, j'ai eu plein de croyances qui se sont effondrées au début, qui me mettaient pas mal en insécurité. Et puis voilà, c'est d'accepter. Et puis, je dois dire qu'une des croyances les plus importantes que j'ai dû lâcher, et peut-être parfois je ne suis pas sûre d'avoir complètement lâché, c'est le fait de croire qu'on peut guérir l'autre, en fait. Et ça, c'est pas seulement propre aux médecins, je pense que c'est propre à toutes les personnes qui accompagnent dans le soin, que ce soit les thérapeutes de toutes sortes, les magnétiseurs, personne ne guérit personne, en fait. Donc, ça, c'est très fort dans la médecine. Il y a vraiment un sentiment de toute puissance de la médecine, même de pouvoir sur la vie et la mort. Et donc, ça s'est écroulé au fur et à mesure. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais cette recherche, en fait, de pouvoir guérir les gens. Je ne l'avais pas trouvé dans la médecine. Et après, j'avais eu cette révélation on va passer par les traumas émotionnels. Donc, mais en fait, de se rendre compte petit à petit, mais seule la personne a le pouvoir de plonger en elle-même, d'accepter d'aller faire face à ses traumas,
de les ressentir, de les libérer, d'accepter de changer même peut-être d'identité, de croyance. Et que moi, je peux que être là pour l'aider à voir des choses, mais si la personne ne veut pas voir les choses, si elle ne veut pas ressentir, c'est pas en mon pouvoir. Et il y a vraiment cette illusion, cette croyance que j'ai dû lâcher de, mais non, mais je ne peux pas guérir l'autre en fait. Seulement la personne a le pouvoir de se guérir. Et ça, c'est très important, je pense, pour tous les soignants, tous les thérapeutes, tous les médecins. Tous les praticiens. Il y a ce côté où, voilà, il faut aussi lâcher prise et que, quelle que soit l'approche, en fait, la personne peut avoir énormément de résistance, de verrouillant et tout ça. Voilà, on peut l'aider avec beaucoup de bienveillance et aussi de cadre, de sécurité à les plonger dans ces traumas, mais personne ne peut le faire à leur place, en fait. On accompagne. On accompagne la personne vers sa propre magie. Moi, c'est un peu comme ça que c'est-à-dire qu'on a cette capacité, chacun, à se transcender, à activer la chimie de guérison. C'est un peu ça. Enfin, si tu accompagnes à ce que la personne trouve sa propre magie intérieure pour pouvoir activer ça. Oui, et parfois, la personne n'est pas prête. Ça, c'est ça que je veux dire aussi. C'est que, je veux dire, les premières années, je pouvais m'acharner, me demander qu'est-ce que j'avais pas assez bien fait en tant que thérapeute, etc. Et parfois, c'est pas le moment, la personne n'est pas prête, le déni est important, on ne peut pas déstabiliser la structure. Voilà, donc il y a des choses, c'est vraiment, voilà, en tant que thérapeute, qui ne sont pas de notre sort, qui ne nous appartiennent pas. On peut donner l'information, faire de notre mieux. Oui. On a une obligation de moyens, mais pas de résultats, quoi. Et vraiment un lâcher prise à avoir là-dessus et qui aidera d'autant plus la personne à peut-être lâcher elle-même ses résistances. Ouais. À lâcher elle-même ses résistances, peut-être. Le fait qu'on puisse être dans le lâcher prise. Donc, on voit bien que c'est toujours un parcours pour toi. Tu apprends, tu continues d'apprendre. Bien sûr, et tout comme, voilà, au début, j'étais sur une approche qui était très logique, analytique sur le corps. Comme on en a discuté là, comme tu peux voir, voilà, j'ai d'abord une ouverture sur l'aspect psychologique, puis psychocorporel, émotionnel, et puis après, spirituel. En fait, on se rend compte que c'est toujours plus vaste, en fait, et que en fait, il y a des compréhensions qui sont complexes, voilà, des causes qui sont complexes, qui sont multidimensionnelles. Voilà, c'est comme un livre qui s'ouvre, il y a toujours des nouvelles pages, quoi. C'est comme c'est une aventure, une exploration de l'être qui est infini, voilà, en fait. Et comme tout thérapeute, on va ajouter des outils au fil du temps, en fonction de notre propre sensibilité. Donc voilà, aujourd'hui, je dirais que c'est plus seulement du décodage biologique, quoi. Ce que je pratique, mais comme n'importe quel thérapeute, il y a vraiment une évolution avec le temps, quoi. Oui. Et tu as à cœur aussi de partager beaucoup parce que tu es sur les réseaux sociaux, tu fais beaucoup de vidéos pour ouvrir l'esprit. C'est quoi ton... Oui, merci de le dire parce que ça, pour moi, c'est important de partager ces messages parce que voilà, j'ai vu beaucoup d'approches en fait de la santé parce que j'ai quand même été médecin, travaillé à l'hôpital, ensuite j'étais dans l'industrie pharma, donc tournée vers le médicament, et ensuite le décodage émotionnel des maladies, puis j'ai fait plein de formations aussi, voilà, en énergétique, en spiritualité, donc et ça m'est important aujourd'hui d'être une voix qui puisse porter un message d'ouverture sur la santé et le corps, de dire, voilà, ne serait-ce que d'apporter la conscience aux gens que la maladie a un sens. La maladie n'arrive pas par hasard. Écoutez votre corps, il exprime des choses qui vous concernent, qui vous appartiennent, qui concernent vos émotions, qui concernent votre histoire. Et aussi pour pouvoir redonner le pouvoir à la personne sur ce qui se passe en elle. Et pour que la personne aussi puisse refaire le lien, faire la paix avec son corps. Parce que lorsqu'on est dans cette croyance matérialiste que le corps tombe malade, bien on va être en colère contre son corps, en fait. On va être dans un sentiment d'injustice et puis de subir, et on va en vouloir à son corps. Et comment guérir, en fait, si on se dissocie de son corps?
Donc, et puis voilà, en tant qu'ancien médecin et docteur, j'ai constaté que les gens vont m'accorder plus facilement crédit, confiance à ce que je dis. Et donc, je me suis rendu compte que j'avais même une certaine responsabilité, moi, par rapport à d'où je viens. Enfin, une responsabilité, c'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je prends ça comme une mission de vie, en fait, ce que je fais, d'apporter plus de conscience, en fait, sur ce qui se passe dans le corps, sur la maladie. Et je me dis, j'ai cette chance d'avoir ce parcours et d'avoir peut-être une voix qui porte plus, en fait. Donc, j'essaye de faire, on va dire, ma part de colibri. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a du boulot. Et ça avance. Hein. Oui, c'est vrai que, comme tu dis, il y a du boulot pour changer les représentations, changer les croyances. Parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ont une seule réponse. Je reviens là-dessus. Oui, pour les gens parce que là, c'est une interview et je sais que souvent les gens se disent, ah oui, moi j'ai ça, elle n'en a pas parlé, moi j'ai ça. Eh bien, sur ma chaîne YouTube, et j'ai aussi une chaîne TikTok, vous avez un véritable dictionnaire vidéo du sens émotionnel de la plupart des maladies, des symptômes courants. Donc, allez-y, voilà, ça va de la toux à la cystite, à la sciatique. Voilà, donc si vous vous posez des questions sur un symptôme, que vous avez une maladie, allez sur ma chaîne YouTube, vous allez dans les playlists, hein, c'est classé par organe, par appareil. On remettra dans le descriptif tous les liens pour que les personnes puissent te retrouver. Sur comment tu accueilles en cabinet, donc tu me disais que toi, tu as un délai de 3 semaines à peu près pour un rendez-vous. Est-ce que c'est uniquement en cabinet ou est-ce que tu accueilles aussi, ça peut être possible au téléphone, en visio, comment tu... Alors en fait, comme c'est une approche qui n'est pas très répandue et que moi je suis assez visible, on va dire, en France et dans le monde, depuis 2 ans, j'ai plus de cabinet en fait, parce que je reçois des gens d'un peu partout en France et d'un peu partout dans le monde. Donc du coup, je ne travaille plus que à distance par téléconsultation. Donc tout le monde peut me consulter de n'importe où. Voilà. Après mes délais, c'est entre 3 semaines et ça peut aller jusqu'à 1 mois ou 2 parfois, mais voilà, en général c'est 3 semaines, 1 mois. Et c'est vrai que voilà, moi j'interviens, je me positionne vraiment en tant qu'experte en décodage émotionnel, donc je vais vraiment vous apporter un éclairage sur ce que votre corps exprime, sur l'origine des traumas, sur ce qu'il y a à travailler, mais je ne fais pas d'accompagnement thérapeutique sur le long cours. Ce qui fait que je vois les personnes en général 1, 2, 3 séances, parfois un petit peu plus si c'est des maladies sévères ou complexes. Mais voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Parce que du coup, en fait, donc la personne vient, tu fais un décodage avec elle, donc elle a les éléments et après elle peut aller s'orienter vers un thérapeute pour aller plus loin, Voilà, c'est-à-dire que parfois, ça va être un trauma très, très ponctuel, très précis qu'on peut aller désamorcer dans l'enfance. Et 1, 2 séances peuvent suffire, mais souvent, on va arriver sur une structure éducative, par exemple une forte dévalorisation, une forte blessure d'abandon. Et là, il y a vraiment besoin d'un travail plus soutenu, plus sur la durée, parce que voilà, reconstruire l'estime de soi, la valeur de soi, la confiance en soi, ça se fait pas en 2 séances. Voilà, donc ça va vraiment dépendre de la problématique. Ça peut être un besoin très ponctuel, ou alors ça peut être un besoin qui va demander une thérapie plus longue, plus soutenue, quoi. Mais la personne, elle a des billes. C'est-à-dire quand elle va engager le travail avec la thérapeute, elle aura des éléments qu'elle va pouvoir transmettre à la thérapeute, donc on va gagner et puis du temps. Comprendre voilà, ce que son corps exprime. Et je pense, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'elle comprend ce que son corps exprime, donc du coup, il y a une réconciliation qui peut s'installer. C'est-à-dire qu'elle n'est plus en combat ou en lutte ou en colère contre, elle n'est plus contre son corps, elle va faire avec. Exactement. Et ça, déjà, ça va changer, je pense. Il y a Bien sûr. déjà cet aspect-là, va faire que il y a déjà un départ de guérison, en fait, quelque part. Et amorcé. Bien, merci beaucoup. En tout cas, Chloé, c'était très riche d'expériences. Moi, je trouve ça toujours intéressant de voir le parcours, que c'est pas linéaire. Comme tu disais, tu as fait la médecine, tu es allé vers les laboratoires, tu es allé voilà, pour ensuite, tout ça t'a permis de cheminer et
d'être aujourd'hui là où tu es, et vraiment de faire partie de ces âmes qui ouvrent les consciences à une autre façon de voir la médecine, le soin, notre rapport au corps, tu l'as dit, ça c'est très important. C'est vrai qu'aujourd'hui, un grand nombre de personnes apportent la seule réponse à un mot, un médicament. Et ça, il faut qu'on arrive à... Je dis on parce que aussi moi, dans les séances que je reçois, j'ai des personnes qui viennent avec des mots. Et bien sûr, je vois, je perçois les croyances, enfin les mémoires qui sont attachées à ces mots. Après, moi, je n'ai pas toute la culture médicale, mais il y a vraiment, en tout cas, on sent qu'il y a vraiment un changement de conscience important aujourd'hui du rapport au corps, du rapport à la maladie. Donc, merci de nous éveiller. Merci beaucoup, Chloé. Avec joie, merci. Merci à toi aussi, Tiffaine. Ouais. Et à très bientôt sur nos ondes. Hein. À bientôt, ouais. Merci. À bientôt.